Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Laval. Multifacette, Jean est un auteur, formateur et créateur de contenu axé sur le développement personnel, le bien-être et la méditation. Je fais plein de choses. Je suis super actif, je gère plusieurs structures, je gère plein de gens, etc. Je suis ultra actif. Et j'ai envie de te dire, heureusement que je médite. Une pratique essentielle pour lui. Il y a des gens qui vont dire « Ah mais moi je pense trop, je peux pas méditer ». Justement, c'est pour ça que tu devrais. Jean m'a inspiré. Il nous invite à voir plus grand grâce à son parcours atypique, fait de voyages et de remise en question. En fait, il y aura toujours la nécessité d'un risque. Le risque ne s'enlève jamais. Dans tout grand changement, il y a toujours un risque. Le risque de ne pas retrouver ce que tu as laissé. Son chemin en témoigne. Il a pris des risques et a toujours su s'adapter, changer, oser. Savoir se poser les bonnes questions. Parce que souvent les gens ils veulent les réponses avant même de se poser la question. Et une question peut en emmener une autre. Gagner de l'argent pour vivre ses rêves et rester connecté à quelque chose de plus grand. Là où deux mondes s'opposent, Jean cherche à les rassembler. Mais les gens ils vont penser que t'es pas en accord avec tes valeurs parce que tu parles de spiritualité et que tu fais du business et que tu montes plusieurs boîtes sur différents aspects de la vie. Des boîtes que j'ai montées pour le challenge, pour me dire putain jamais je pourrais faire ça. Sans oublier de souligner que son quotidien n'est pas celui d'un sage perché en haut d'une montagne. Bouddha c'est bien, mais il vit pas la même époque. Les enseignements que tu vas avoir dans tel monastère c'est bien, mais ils ont pas la même vie que nous. Et ce qui est intéressant c'est d'appliquer des choses dans ce que j'appelle le monde réel, le monde de tout le monde. Je sens que cette introduction peut te faire réfléchir, alors que dirais-tu d'aller un peu plus loin, découvrir l'univers de Jean et son histoire. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ainsi qu'un petit commentaire. Tu ne peux pas imaginer à quel point ça peut aider ce podcast et ça te prend 2 secondes. Et sur l'Instagram Osez by Nico, tu découvriras les vidéos pépites de cette interview. Salut Jean, comment vas-tu ? Enchanté, rebonjour. Rebonjour, bah Exactement. Oui c'est vrai, on s'est vu hier par rapport à un de tes nouveaux projets. Exact. C'est un projet de podcast, d'interview, comme je les aime en tout cas, cette idée de parler de plein de sujets avec 3 ou 4 personnes. C'est un projet qui sortira quand d'ailleurs ? Ça va sortir cette semaine, les premiers, mais ça va être échelonné au cours des 6-7 prochains mois. Ouais, donc cette on a un format un peu télé, comme tu sais, on crée plein de contenu, et après on dispatche dans le temps. Ça permet d'être plus libre aussi dans ce que tu fais dans ton quotidien. Donc du coup, ça sortira fin janvier 2024 ? Ouais, fin janvier, ça va commencer à sortir, et là où tu es avec moi, pendant que tu parlais, je peux pas te dire quand, mais dans plusieurs mois. Oui, bah oui, parce que du coup, pour remettre dans le contexte, tu m'as invité à participer avec Jessica, j'ai plus son nom de famille. Jessica Perbet. Perbet. J'ai envie de le dire en anglais, Perbet, qui est une sexologue, ouais, on peut dire comme ça, spécialiste de la sexualité. C'est quelqu'un que j'avais déjà vu, c'est un thème assez intéressant. On s'y intéresse tous à un moment donné. Je pense, en tant qu'être humain. Du coup, j'ai presque envie de te poser une question. Comment ça va, toi ? En ce moment, tu es à Paris, on te connaît, je t'ai présenté dans l'intro, mais on te connaît comme un grand voyageur. Là, on est à Paris. Comment tu te sens dans la ville de Paris ? Bah écoute, je me sens bien. Alors là, je me sens très bien parce que y a ce concept de podcast que je tourne en ce moment et forcément, il y a quelque chose de très humain, c'est-à-dire la journée je suis là avec les membres de ma famille, etc. Et le soir il y a plein de nouvelles personnes que je connais pas, des gens que je connais, donc il y a des rencontres, il y a plein d'échanges. Donc là je vis Paris très bien, je le vis sur un aspect très social. Après d'une manière générale c'est pas la ville dans laquelle je déciderais de vivre. Moi j'aime bien vivre à la campagne ou au bord de la mer, c'est un peu le projet là, qui va émerger. Donc en soi je me sens bien, légèrement fatigué parce que le rythme parisien, tu te couches plus tard, sauf que moi j'aime me lever tôt, donc tu réduis un peu le temps de sommeil, mais sinon ouais je me sens très bien. Tu sais, imagine je t'invite à une soirée, parce que je sais que t'es quand même multicasquette. Je t'invite à une soirée, tu sais, une soirée d'anniversaire avec mes potes, ils te connaissent pas, ils te voient débarquer et ils te demandent comment tu t'appelles, je suis Jean, ok, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu réponds à une soirée comme ça quand on te demande mais qui es-tu finalement ? Alors je reste le plus vague possible. Okay. Je dis en général soit je suis Jean tout simplement. Et si les gens posent des questions, je dis je travaille en ligne, je fais différentes choses. Parce que t'aimes pas forcément te mettre en avant ? Ouais, non, j'aime pas trop me mettre en avant, et vu que je fais beaucoup de choses, j'ai pas envie que ça soit pas forcément mal perçu, mais que la personne se sente peut-être moins à l'aise, parce que si je dis tous les trucs que je fais, tu vois, il peut y avoir aussi une notion de comparaison. Parce que j'ai plusieurs activités en ligne, mais j'ai des activités en physique. Je fais plein de choses et je voyage beaucoup. Donc je fais plein de choses. Donc je préfère juste dire je fais des choses en ligne. Je préfère minimiser. Et je trouve que personnellement, c'est quelque chose qui est valorisant pour soi, de se dire que quand on se présente, on minimise ce que l'on fait, plutôt que de maximiser.
Souvent, il y a des gens, justement, parce qu'ils ne sont pas assez satisfaits de leur situation ou de ce qu'ils font, ils vont dire, je travaille à tel endroit, je fais ça, ça, ça. Parce qu'ils ont ce besoin de se valoriser. Personnellement, je n'ai pas ce besoin de me valoriser. Comme l'a dit un jour Jean-Claude Van Damme, moi, je sais qui je suis. Aussi simple que ça. Et donc, forcément, je ne vais pas chercher à appuyer qui je suis et ce que je fais. Ah, c'est intéressant ce que tu dis là. Alors, je suis sûrement sur la bonne voie. Je me rends compte que ces derniers temps, je dis pas tout ce que je fais. Et je minimise aussi les choses. Et je pense que c'est parce que j'ai moins besoin de sécurité. Donc, tu vois, ça rejoint à ce que tu dis. Et je me dis, ouais, je suis sûrement sur la bonne voie de plus à devoir montrer toutes mes casquettes quand justement on est multicasquette quelque part. Bah, tu peux même le voir sous ce schéma-là. Tu sais, un petit jeune qui veut draguer quelqu'un dans la rue, il va vouloir se valoriser. Dire, voilà, je suis ceci, je suis cela, je fais ceci, je fais cela. Mais une personne qui est confiante et qui est stable et qui est sûre de lui, il ne va pas forcément chercher à montrer à la personne qui elle est. Il va plus rester peut-être même dans le suspense. Et être dans l'être, en fait. Être dans l'être plutôt que d'être dans avoir. Avoir, c'est avoir tel job, avoir telle voiture, avoir tel habit, et finalement, juste incarner. J'ai l'impression que c'est quelque chose sur lequel, ces derniers temps, même dans les épisodes de podcast, on appuie beaucoup là-dessus. Comment être avant d'avoir. C'est ça. Et toi, avant d'être Jean Laval aujourd'hui, tu as eu un parcours assez dingue. Moi, je te connais depuis 3 ans. Je t'avais découvert sur YouTube. T'as fait tout un été avec moi. Enfin, okay. J'ai fait tout un été avec toi où j'étais tombé sur tes vidéos et je sais pas, j'avais totalement accroché à tes vidéos. J'avais pris ta formation sur la méditation. Enfin, j'avais été. Il y a eu ma période Jean Laval entre guillemets et je t'ai vu évoluer justement dans toute ta pluralité. Mais avant ça, tu viens quand même de quelque chose de beaucoup plus chaotique, si je me trompe pas. Oui, on peut le voir ainsi. Enfin, ces moments chaotiques, quand je les vivais pas forcément sous une forme de chaos, on va dire. Parce que bon, j'ai eu... il y a certains stats que j'aime bien dire sur moi, on va dire, si tu me poses la question. C'est qu'avant mes 25 ans, j'ai eu plus de 25 boulots. Donc des petits boulots, que ce soit électricien, travailler dans les champs de tomates, travailler sur les marchés, serveur, travailler dans l'événementiel, faire la plonge. Bon, j'en oublie, enfin, il y a plein de métiers que j'ai pu faire comme ça. Centre de tri de déchets, plein de petits boulots parce qu'en fait, je voulais voyager. Et mon mode de fonctionnement avant mes 25 ans pour voyager, c'était je travaille un maximum de temps sur le temps le plus court possible, j'économise tout et je pars voyager. Et je faisais ça tout le temps. Je travaille pendant 1 mois ou 2 mois, le plus d'heures possible, donc idéalement même dans d'autres pays que la France, parce qu'en France on est limité sur le temps horaire. Dans la plupart des pays, tu peux travailler 14 heures par jour. Hein. Et donc moi c'est ce que je cherchais à faire, travailler le plus possible, économiser et partir. Prendre l'avion, acheter un véhicule dans un pays, faire le tour du pays, etc. Et donc, ouais, j'ai vécu principalement avec ma mère, à partir de l'âge de mes 7 ans, en banlieue. Parisienne en banlieue parisienne. Enfin, j'ai fait le tour du 19e aussi arrondissement, Jaurès, Bolivar, etc. Tous ces coins, pas forcément les plus agréables, on va dire. Et j'ai été dans certains endroits en Ile-de-France, dans 91, en 92, dans 95... Et j'ai pas forcément été dans les plus beaux quartiers. Qu'est-ce que ça t'a apporté, le voyage ? Parce qu'on voit là quand même qu'il y a eu cette envie de partir. Donc là, tu parles de pas les plus beaux quartiers. En tout cas, ça a été une fuite pour toi ou tu l'as pas vu comme ça ? Alors, si, je l'ai complètement vu comme une fuite. Hein. Pour moi, le voyage, quand j'ai décidé de partir, donc j'étais en BTS à cette époque-là, je finissais mon BTS et j'ai pris la décision de partir et de quitter, pour moi, tout. J'ai pris un billet, comme toi dans ton histoire, un billet aller, sans retour. Et pour moi, je comptais pas revenir. Je me suis pas dit, je reviens dans 1 an, je reviens dans 2 ans. Il n'y avait pas de réflexion. C'était, je prends un billet d'aller, je pars. Et je vois ce qui se passe. Et je suis revenu 2 ans plus tard. Ah ouais. Et donc je suis arrivé au Vietnam, après j'ai fait Vietnam. Bon, j'ai plus l'ordre exact, mais je suis arrivé au Vietnam, j'ai fait tout le nord du Vietnam. Je suis allé à Singapour, je suis allé à Bali. Et après je suis allé en Australie, j'ai fait tout le tour de l'Australie, j'ai fait tout le tour de la Tasmanie. Mais t'avais quel âge ? 19 ans, 19-20 ans. Waouh. Donc tu pars pendant 2 ans faire un tour d'Asie et aller en Australie. Ouais, exact. C'est ce qu'on appelle l'aventure. Ouais. Une sorte de lâcher prise à un moment donné. Qu'est-ce que tu as appris de ce voyage ? Alors j'ai appris plusieurs choses.
Bon, j'ai appris que parler anglais, c'est essentiel. C'est clair. On va dire ça comme ça, parce que quand je suis parti, moi, je faisais partie de ces petits cancres qui avaient 4 sur 20 en anglais. Donc, comment te dire que water heat, c'était les seules choses que je savais dire. Mais à part ça, donc voilà, j'ai dû apprendre à parler anglais. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes, dont une qui s'appelle Jamila, avec qui j'allais picoler à l'époque tous les soirs à Newton, dans le suburb de Sydney. Et c'était quelqu'un qui avait la patience de répéter. Même quand je lui disais oui, j'ai compris, elle voyait que j'avais pas compris. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu vois que tu saoules un peu les gens parce que tu vois, tu les fais répéter tout le temps et tu les trouves déjà agréables et très gentils de prendre ce temps-là pour toi. Donc à un moment donné, ils me disent ah, t'as compris? Donc tu leur dis oui, mais t'as pas compris. Et elle voyait à chaque fois que je comprenais pas et elle prenait le temps de m'apprendre. Et donc c'est en partie grâce à elle que je peux parler anglais aujourd'hui et à d'autres personnes. Et après, j'ai pris des cours à Singapour aussi. Et ce que j'ai appris aussi, c'est de jouer avec les règles. Parce qu'en fait, dans ce voyage de 2 ans en Australie, donc quand je suis parti, j'avais un peu de sous. J'ai pu acheter un véhicule, je crois, dans les $1 800, une épave si tu veux, comme beaucoup de gens le font en Australie. Une sorte de van. Ouais, une van, un Mazda de 98 que j'ai tout bricolé à l'intérieur. Alors ça fait pas van life Instagrammable, hein. c'est pas ça du tout, hein. C'est un matelas dedans, enfin tu vois, c'est plus vagabond. C'est roots quoi. C'est roots, tu vois, c'est pas Instagrammable. Et alors ce que j'ai appris, la leçon principale, alors j'ai appris à méditer à ce moment-là. C'est là où tu as fait Vipassana? Alors oui, j'ai fait Vipassana sur la côte est de l'Australie. Donc c'est lors de ton voyage que tu t'es retrouvé à un moment donné à méditer, à faire Vipassana. Exact. Bon, à l'origine, c'est une rencontre avec une autre personne, une géorgienne si tu veux, qui s'appelle Shorena, dont j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos. Et on s'est rencontrés donc cette nana Jamila, si tu veux, m'a montré un restaurant qui a fermé malheureusement à cause de certaines polémiques, alors que honnêtement, peu importe si c'est vrai ou pas, c'est le meilleur endroit qui existe sur cette planète. Ça a changé la vie de plein de gens. C'est un restaurant qui est par donation. Et tu pouvais manger avec un mec en costard qui gagne 8000 balles par mois parce qu'on est à Sydney en Australie, et un mec qui vit peut-être à la rue. Parce qu'il y avait vraiment ce mélange de gens, quelle que soit leur diversité. C'est par donation. Tu donnes pas juste ce que tu veux. Les gens, ils ont ce raccourci. Ce que tu penses que ça vaut et ce que tu peux. C'est ça la vraie donation. C'est pas ce que tu veux. C'est ce que tu peux et ce que tu penses que ça vaut. Et à quel point tu veux aider. C'est ça la vraie donation. Et donc, moi, à cette époque-là, j'avais pas de sous. Donc, je donnais de mon temps. Je n'ai pas d'argent, mais j'allais faire du bénévolat à 4 heures par jour. Et donc, du coup, je m'autorisais parce qu'il n'y a pas de règles. Ça, c'est pas du woofing, c'est pas codifié. Donc, j'allais travailler 4 heures par jour et je supposais que c'était OK d'aller manger tous les jours gratuitement. Donc, c'était ce que je faisais et j'ai rencontré des gens là-bas, dont Shorena. Et à un moment donné, bon, je te fais l'histoire courte. Jamila vivait dans un garage aménagé à Sydney parce que ça coûte très très cher la vie là-bas. Et elle partait un mois en Asie. Elle nous a proposé de louer son garage. Et donc, on a partagé le garage à $75 le mois chacun. Chose qui est vraiment... ou la semaine, je ne sais plus comment payer ça. Bon, c'est la semaine. Parce que de base, c'est $250 une chambre la semaine dans une maison à Newton. Et je voyais cette personne, Shorena, ultra pétillante de joie, ultra rayonnante, qui était toujours positive, etc. Et elle méditait tous les matins. Donc moi, je dormais sur le canapé lit, elle dormait sur le lit. Et donc du coup, ça m'a donné envie de faire pareil qu'elle. Je lui ai posé des questions, elle m'a appris un peu, etc. Et de fil en aiguille, j'ai passé plus de temps. J'ai passé des temps dans les centres de méditation autres que Vipassana, dans différents endroits. Et après, le vrai challenge, c'est quand je suis allé à Vipassana, parce que je voulais vraiment... vivre cette expérience. Donc on est sur 10 jours avec 10 heures de méditation par jour. Enfermé dans le sens que tu vois personne et tu communiques avec personne. J'ai souvent, ce serait mentir de dire ça, mais j'ai déjà entendu plusieurs fois des gens dire que c'est pire qu'une prison. Si tant est que les gens aient déjà expérimenté la prison, je sais pas, mais c'est quand même... Le voir pire que la prison, c'est parce que la personne ne médite pas. Parce que de base, si tu es vraiment dans ce que tu fais, si tu es dans le moment, tu le vois pas comme une prison. Tu le vois comme un monastère, par exemple. Et dans un monastère, tu n'es pas emprisonné, tu es libre de partir. D'ailleurs, il y a des gens qui abandonnent. Tu les entends jamais parler parce que je pense qu'ils ne sont pas fiers. Et des gens ont tendance à abandonner au bout du 4e jour. Il y en a qui abandonnent avant parce que c'est très dur. C'est honnêtement une des épreuves les plus dures mentalement et physiquement que j'ai fait de ma vie. Parce qu'en fait, on imagine la méditation comme étant peut-être quelque chose de dur mentalement, chose qui est le cas. Mais quand tu ne bouges pas pendant 1 heure, d'une manière répétée tout au long de la journée, ça devient physique.
la difficulté. Ouais, mal au dos, mal au genou. Mal Alors, au on champ. apprend durant Vipassana à ne pas catégoriser le ressenti. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on devient plus équanimus. Ouais. Je sais plus c'est quoi Équanime. Équanime, Ouais. voilà. De ne pas distinguer le positif et le négatif, juste de voir ce qui est. Et comme le disait Goenka, donc celui qui a partagé ses enseignements, il disait quoi? Si atterrise. Enfin, avec un accent un peu indien, Ouais, tu je vois. vois très bien, Voilà. je l'ai entendu. Voilà, C'est vrai que juste c'est- regarde, vois les choses telles qu'elles sont, non pas telles que tu aimerais qu'elles soient, non pas pires qu'elles sont, juste telles qu'elles sont. Ouais. Mais dans la réalité, pour parler et communiquer, que les gens comprennent, oui, tu as des douleurs, mots qu'il ne faut surtout pas employer durant ce training, parce que sinon tu vas... Sensation, c'est le seul terme qu'il faut que tu emploies, mais tu as des sensations très fortes aux fesses, au dos, aux jambes, parce qu'en fait, être assis en tailleur toute la journée, c'est pas si simple que ça. Ouais. Enfin, moi, ce que j'ai retenu, j'ai pas fait Vipassana, mais j'ai fait une retraite silencieuse où on méditait 3 heures par jour, à 8 heures, à midi et à 20 heures. Autant te dire que ça n'a rien à voir avec. Des fois, je dis en rigolant, c'est un peu le Vipassana de luxe. Ouais. C'est dans une ferme au milieu de la montagne, on médite, on écoute quelques enseignements de Goenka. Mais après, c'est de la marche contemplative, on ne se parle pas les uns les autres, on est en petit comité, on est 7, on nous fait à manger, et puis voilà, on a un cadre, mais 3 heures, c'est pas grand-chose. Et pourtant, au bout de 5 jours, et c'est 5 jours, hein, la méditation du soir, j'en pouvais plus, quoi. Il y a clairement des moments tout au long de ce training où tu as cette sensation de te forcer. Mais tu le fais pour une raison. Tu n'es pas arrivé là par hasard. Et je parle pas forcément de quelque chose de très superficiel. Tu es arrivé là parce que tu avais envie peut-être de mieux te sentir. Tu avais envie d'avoir des méditations plus profondes. Tu avais un idéal de qui tu es et tu as envie de le devenir. Donc tu n'es pas là par hasard. Donc tu es prêt à affronter cet effort. Mais moi aussi, il y avait des méditations qui étaient très dures. Honnêtement, quiconque te dit qu'il médite 10 heures par jour et qui est à fond dans chacune de ses méditations te ment. Il n'y a que Bouddha. Donc il y a des méditations où tu penses énormément, il y en a où tu penses peu, il y en a où c'est les 15 dernières minutes qui sont extrêmement difficiles parce que de 45 minutes à 1 heure, ces 15 minutes sont très très longues parce que tu ressens davantage les sensations, parce que tu ne bouges pas. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas quand ils méditent. C'est qu'ils vont bouger, tu vois, ils vont se gratter. Non, bouge pas, statique. Parce que tu t'apercevras que même là, pendant qu'on se parle, peut-être, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes qu'on se parle, t'as pas eu le besoin de te gratter. Pourtant, quand tu t'assois pour méditer, c'est bizarre, t'as envie de te gratter toutes les 2 minutes. Oui, tout à fait. Non, c'est juste ton mental qui t'envoie des signaux pour te distraire. Parce que ce que tu fais, c'est assez dur pour ton cortex préfrontal. Et donc, du coup, tu vas vouloir te distraire parce que cette concentration est difficile à mettre en avant, si tu veux. Et donc, du coup, les gens, ils vont penser à ceci, ils vont se gratter, ils vont avoir le besoin de bouger. Alors que non, tu peux aller au-delà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu restes statique durant tes méditations, tu vas t'apercevoir, non pas si tu le fais dans la dynamique de vouloir que la sensation disparaisse, sinon ça ne fonctionne pas, mais tu vas t'apercevoir que la sensation peut disparaître, que ce soit un instant court ou un instant long. Mais il faut que tu acceptes ce que tu vis. Accepte les sensations qui te parcourent, sans les nommer, sans les distinguer, sans dire « oh là là, c'est dur », sans dire « oh, pendant combien de temps ?» Non, juste observe, accepte, et parfois la sensation reste, parfois elle part. Et ce qui est intéressant, c'est quand elle part. Et c'est là que tu réalises que cela n'était pas nécessaire d'aller te gratter, de croire qu'il y a une fourmi. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les vipassanas se font toujours en intérieur. C'est pour minimiser les chances que les gens imaginent des trucs. Parce que si on le ferait dehors, sous le soleil, ok, c'est bien beau. Déjà, sous le soleil, méditer quand tu transpires, c'est beaucoup plus difficile que méditer à l'ombre. Ouais. Et aussi, tu peux supposer, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te gratte, que c'est un insecte. Ouais. Et vu que les gens sont devenus un peu parano parce qu'on vit dans des sociétés complètement aseptisées, ça va stimuler davantage le mental sur des choses qui ne sont pas nécessaires. Ouais, pour la petite histoire, quand j'ai fait ma retraite silencieuse, j'avais des mouches dans ma chambre. Les 3 premiers jours, je voyais que ça. Mais au point que j'avais prévenu les organisateurs, enfin les autres, c'est un couple, et je leur ai fait un mot, il y a des mouches, je comprends pas, parce qu'on communiquait pas, donc c'était par mots. Et mon mental, c'était, je vais être remboursé, il y a trop de mouches, quand même, c'est un truc un peu, pas luxueux, mais on est bien, enfin...
Et mon mental était vraiment là-dessus. Il a fallu 3 jours pour dépasser le fait que mon mental avait décidé que le problème, c'était les mouches. Parce que tu viens de Paris. Oui, effectivement, je vis à Paris, mais... Quand tu vis à la campagne, il y a toujours des mouches. Moi, il y a un paysan à côté, il a 18 vaches à côté de mon domaine, il y a des mouches. Hein. Tu peux pas les éviter. Hein. En fait, ce que j'ai compris là-dedans, c'est que au bout du 3e jour, je me suis connecté à ce qui était vraiment important. J'ai vraiment compris que j'avais des choses à comprendre sur moi et que mon mental avait besoin de se nourrir d'une problématique qui n'en était pas une. Et le jour où je me suis dit mais que les mouches allaient disparaître à la sortie et que j'allais pas retenir ces mouches-là, c'est là que j'ai appris les vrais enseignements de qu'est-ce que j'ai au fond de moi et qu'est-ce que j'étais venu faire là. Ouais, parce que clairement, la mouche, elle est insignifiante et c'est pas le plus important. Et je sais pas si tu connais l'histoire du moine et de la mouche, non? T'as jamais entendu? On t'en l'a pas partagé ça là? Non. Bon, il y a une histoire d'un moine, il médite et là il y a une mouche. Il continue de méditer, il y a 2 mouches. 3 mouches, il commence à s'énerver. Putain, il commence même à parler, etc. Et à un moment donné, tu vois, il y a de plus en plus de mouches, 40 mouches, 50 mouches. Et là, il se met à les accepter. Il accepte que les mouches marchent sur son visage. Il accepte le bruit des mouches. Et d'un seul coup, les mouches disparaissent. Et concrètement, c'est ce qui se passe. Évidemment, c'est plus difficile avec les moustiques qu'avec les mouches. Donc il y aura toujours des insectes qui vont être plus challenging que d'autres. Mais c'est faisable. Et personnellement, j'ai déjà eu des méditations où il y avait un moustique et je me suis dit, alors évidemment, tu actives une pensée, le faire sans, tu vois, la pensée, tu l'actives à un instant T et après tu acceptes qu'elle disparaisse. Ouais. Donc il y a un moustique, dans tous les cas, tu vas penser. Je veux dire, il y a un moustique. Donc déjà, tu as déjà activé une pensée. Sauf que cette pensée, elle n'était bénéfique en rien. Ouais. Au contraire. Alors autant en activer une autre. C'est un truc qui t'apprend pas avec Vipassana, c'est moi personnellement que j'ai réussi à développer ça. Qui est de, ok. Alors évidemment, attention à ce que je dis, ça dépend des pays dans lesquels t'es. Il y a des pays, évite qu'il y ait des moustiques qui te piquent. Mais on va dire, si t'es en France, la plupart des moustiques qu'on a chez nous, ça va. C'est pas dramatique, t'as une piqûre, ça gratte et puis ça s'arrête. À la limite, dis, ok, fais-toi plaisir, allez, pique-moi. Accepte qu'il te pique. Et déjà, tu vas pouvoir te déconnecter du fait que le moustique soit toujours présent dans tes oreilles. Enfin, parce qu'en fait, c'est le rejet de son son, c'est le rejet de lui qui fait que tu y penses. Quand tu l'acceptes pleinement, c'est comme les travaux qui ont lieu là, qu'on entend au loin. Tu vois, je peux faire une obsession et me dire, oh, on arrête ce podcast, ça va pas. Ou en fait, on peut l'accepter que c'est dans le fond et accepter que ça fait partie de l'environnement. Et dans ce coup, on peut faire comme s'il n'existait pas. Évidemment, là, ton attention risque de dépasser davantage dessus parce que je t'en ai parlé. Et vu que je vis beaucoup dans des espaces silencieux, en campagne, etc., mon oreille a tendance à capter tous ces sons qui sont différents. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, si on parle d'autre chose, tu vas faire abstraction de ce bruit-là. C'est un peu comme quand tu parles à des amis. Tu peux être dans un parc, tu parles avec des amis, la discussion est passionnante. Et à un moment donné, tu t'arrêtes, t'écoutes. Ah, il y a des oiseaux. Ah, mais les oiseaux, ils étaient déjà là. C'est juste que ton attention n'était pas dessus. Donc tu avais l'impression qu'ils n'existaient pas, alors qu'ils existaient. Ils chantaient pendant que tu parlais. Mais c'est presque envie de te dire qu'on va presque sur le pouvoir de l'intention, puisque ça marche aussi positivement. Si tu décides de porter ton intention sur des choses positives, sur un objectif, ou que tu as... Je reprends souvent cet exemple, une femme qui va être enceinte va voir les femmes enceintes partout. L'intention est posée sur là où tu veux la mettre. Et donc, de façon très bête, si ton intention est sur le négatif, ta vie sera beaucoup plus négative que si c'est sur le positif. Et c'est vrai que là, je viens de réaliser aussi que j'ai une sensibilité au bruit, mais est-ce que j'y porte pas trop d'intention quelque part? C'est possible. Après, on part sur un domaine de choix de vie, parce que forcément, si tu es sensible au bruit, moi je suis sensible au son. Donc il y a des endroits, je veux pas trop y vivre, parce qu'il y a trop de bruit qui me dérange. C'est pour ça que je vis à la campagne. La plupart du temps, ça ne me dérange pas d'être là à Paris, mais bon, je vais dire quelque chose que les gens n'entendent même plus parce qu'ils vivent, la plupart des gens qui vont nous écouter vivent dans des appartements. Mais moi, ça me surprend de me dire, putain, j'entends le voisin à côté. Pas juste celui du dessus, en fait, j'entends celui du dessus, j'entends celui de là, parfois je les entends dans le couloir. Moi, j'entends pas mes voisins chez moi. Oui. À la limite, je peux les voir passer faire une randonnée, mais je les entends pas de chez eux. J'entends pas quand ils s'énervent, j'entends pas quand ils font tomber un truc. Donc, tu vois, et à nouveau, ça dépend de l'environnement dans lequel tu vis et ta sensibilité au bruit et ta possibilité, enfin les choix que tu peux faire, parce que forcément
c'est pas le même prix par exemple d'être dans une maison, et encore ça dépend où. Tu vois, on a cette idée qu'une maison coûte cher. Non, ça dépend du secteur géographique. Il y a des maisons que tu peux acheter qui coûtent moins cher que des appartements. Tout à fait. Tu vois, donc c'est une question de zone de géographie et de choix. Qu'est-ce que ça t'a apporté la méditation au final? Parce que, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais tu viens de région parisienne et Paris, tu t'en vas, tu avais des prédispositions à te lancer dans l'aventure et la méditation. C'est un truc, quand tu étais petit, c'était en toi ça? Il y avait cette part-là? Alors, le seul truc que je peux te dire quand j'étais petit, c'est que j'ai toujours eu un intérêt par rapport à la culture, la bouffe, les symboles, tout ce qui vient d'Asie. À part ça, je vois pas en quoi j'étais prédisposé. Je suis né presque grand prématuré, dans une boîte en plastoc pendant 2 semaines, et il y avait écrit bébé hyperactif. Donc, de par une hyperactivité, on n'a pas, en général, on associe des gens calmes à la méditation, mais pas des gens hyperactifs à la méditation. Ouais. Pourtant, aujourd'hui, je fais plein de choses. Je suis super actif, je gère plusieurs structures, je gère plein de gens, etc. Je suis ultra actif. Et j'ai envie de te dire, heureusement que je médite. C'est un peu comme on associe la méditation à où il y a des gens qui vont dire « Ah mais moi je pense trop, je peux pas méditer. » Justement, c'est pour ça que tu devrais. Moi je fais partie des gens qui pensent beaucoup. Pas juste de par mes activités, parce que forcément plus tu gères d'activités, plus tu vas avoir cette nécessité de penser. Tu vas de penser à différentes choses, etc. Mais au-delà de ça, j'adore examiner, comprendre, réfléchir, développer une réflexion. Donc mon cerveau, il a tendance à fuser tout le long de la journée. Donc heureusement que je médite, et j'ai envie de dire pas que méditer, parce que la méditation se fait la journée, enfin se fait plus ou moins quand tu veux, mais on va dire si tu l'as fait le matin, c'est pas pour autant que tu vas pas penser toute la journée. Ouais. Donc tout au long de la journée, ça peut être bien d'emmener des petits moments de conscience, parce que la méditation change la vie, c'est un fait. Mais pas que. En quoi elle a changé ta vie? Sur plein d'aspects dont parfois on aurait tendance à pas l'imaginer. Sur l'aspect relationnel, par exemple, parce que j'étais quelqu'un de très timide, très anxieux, on va dire ça comme ça. Et cette timidité, cette anxiété, elle vient d'où? Elle vient de tes pensées. Ouais. C'est toi, tu imagines un scénario, tu penses que la personne pense quelque chose de toi, et en fait, une fois que tu arrives à déconnecter toutes ces pensées, eh ben, il n'y a plus de problème, il n'y a plus la source du problème. Parce qu'évidemment, tu peux très bien changer la pensée du style. Tu es quelque part, il y a des gens qui rigolent. Donc quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il va imaginer que les gens se moquent de lui. Ouais. Si tu as confiance en toi, tu peux peut-être imaginer que, en fonction de ce que tu as fait, ben justement, tu fais rire la galerie et qu'en fait, c'est toi le sujet de l'ascension. Ou tu peux juste pas avoir de pensée et pas interpréter ce que les gens peut-être pensent de toi. Peut-être qu'en fait, ils pensaient pas à toi, ni parlaient de toi. Donc en fait, tu peux enlever la source du problème aussi. Et donc ça se manifeste dans plein d'aspects. Et même des situations qui peuvent être stressantes, tu peux du coup réduire ton rythme cardiaque, du coup être moins stressé. Ouais. Et justement, plus tu as de responsabilités, que ce soit à la maison avec des enfants, des machins, ou des responsabilités patronales ou autres, méditer aide parce que justement, parce que tu as une source de stress. Aller chercher les enfants, courir dans tous les sens, c'est quelque chose de stressant. Parce que tu es stimulé par le temps, tu dois courir dans tous les sens. Et ça aide à réduire ce stress. Parce que le stress cause plein de maladies. Donc en fait, ça t'aide sur tellement d'aspects qu'on pourrait en parler pendant 1 heure sur tous les aspects. En fait, parce qu'on pense forcément à l'aspect de base. C'est-à-dire, je suis plus calme, je suis moins stressé. Mais la conséquence de rien que ça joue sur plein d'aspects. Ouais, comme un ricochet. Comme un ricochet. Une très bonne métaphore. Ça fait comme un ricochet. Donc ça m'a aidé sur tous les aspects. Tu es en Asie, t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 30 ans. T'as 30 ans, oh bah le bel âge. Donc ça fait 10 ans que t'es parti, à peu près. 10-11 ans, ouais. 10-11 ans. C'est à ce moment-là que t'as commencé... Mais non, c'est pas à ce moment-là que t'as commencé à être sur les réseaux, t'es arrivé bien plus tard. Je suis arrivé bien plus tard. Parce que t'es devenu musicien. T'as fait de la musique pendant des années. Exact. En partie de tous ces boulots que j'avais, j'ai eu une phase où j'ai vécu de la musique. Et on peut rebondir sur ce que tu me dis, ce que l'Australie m'a apporté. C'est que au début, je vivais de la musique. Quand je suis arrivé en Australie, je travaillais pas, je vivais de la musique. J'ai commencé à vivre de la musique. Sauf que rapidement, en fait, j'étais dans ce rejet de la société. Je rejetais les structures sociétales d'une manière générale.
Et donc du coup, moi j'étais un vrai vagabond, t-shirt troué, tel que tu peux imaginer, à vivre sur la plage, dans son van et faire de la musique et vivre de donations. Tu peux représenter ce stéréotype. Ah oui. T'as oui. des dreads, t'es Ah oui. tatoué. Alors aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Oui, je sais bien, hein, mais je veux dire, dans le style, tu pouvais très bien te fondre dans le personnage que tu étais. À l'époque, j'avais pas de dread. Ah oui, ok. À l'époque, j'avais des cheveux courts qui ont commencé à pousser avec le voyage parce que quand tu voyages en mode vagabond pendant longtemps, tu laisses tout pousser. Ouais. Donc forcément, et il n'y a pas d'entretien de la barbe, il n'y a pas tous ces trucs qu'on fait quand on est, on va dire, en Occident. Ouais. Quand tu voyages quelqu'un de la planète, c'est pour ça que si tu as déjà des amis qui sont partis voyager ou même peut-être toi à voir pendant ton long voyage en Inde, généralement tu t'entretiens pas de la même manière. Après, ça dépend du type de voyage, ça dépend de la personnalité de la personne, mais quand tu vis d'une manière très vagabond, tu te détaches, on va dire, de plus en plus de ton reflet aussi. Et donc j'ai eu une phase où j'ai vécu de la musique, donc principalement du handpan et du didgeridoo. Donc handpan, l'instrument métallique qui s'appelle une casserole. Ouais. Voilà. Et le didgeridoo, l'instrument australien où tu souffles dedans. Ok. Donc, que j'ai appris en Australie, on en a offert un. Bon, il y a une histoire aussi que je pourrais te partager si tu veux là-dessus. Et j'ai vécu de la musique, et en soi, ça se passait relativement bien. Sauf que quand tu vis de la musique à Sydney, tu gagnes, et que t'es bon, tu gagnes pas mal de sous. Donc en soi, tout va bien. Sauf que quand tu commences à voyager, que tu vas dans des endroits où il y a moins de gens, bah, tu gagnes moins de sous. Et je me suis retrouvé à un moment donné dans une situation où j'avais plus de sous. Mes seuls sous, c'était mon van et mon instrument de musique. Il n'y avait plus rien. Et donc là, je me suis retrouvé à faire de la musique, non pas par choix de mode de vie, je décide de vivre de la musique, mais je suis obligé d'aller dehors, de m'asseoir, de faire de la musique pour manger. Et donc forcément, ça m'a créé à un moment donné un shift dans ce que je pensais. C'est-à-dire que je voulais vivre en dehors de la société, sur le truc. Je pensais à des terrains agricoles quand je rentrais en France, parce que tous ces modes de fonctionnement que les gens qui veulent vivre en dehors de la société alternatif finalement. Maintenant, il y a un autre courant qui est des courants alternatifs, mais à l'origine, ça vient de gens qui ne veulent pas vivre dans ce type de société et payer un terrain à 200 000 balles parce qu'il est constructible. Donc, ils cherchent des moyens alternatifs de par la conséquence financière et leur rejet du système parce qu'ils n'ont pas voulu apprendre des règles. Ouais. C'est exactement la situation dans laquelle j'étais. Sauf que vu que j'ai été vraiment au plus bas à un moment donné et que j'ai réussi à m'y retrouver, parce qu'après j'ai changé des villes, j'ai fait des gigs, joué dans des restaurants, etc. Et j'ai réussi à me ressortir de cette situation, bah, j'ai commencé à changer ce que je pensais de la société. Je me suis dit, au lieu de rejeter les règles, pourquoi pas apprendre des règles et jouer avec elles. Donc tu vois, c'est ce que j'ai appris. Donc là, j'ai pas mal divagué, je crois. Non, c'est pas ça. Il y a du piano ? Oui, il y a du piano. Oui, c'est les voisins ? C'est les voisins aussi. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, on va dire que c'est moins dérangeant, ça s'entend pas dans ces micros. J'avais l'impression de faire un montage de réel en mettant une musique de piano dans le fond. Dans mes vidéos aussi, mais tout a été organisé en fait. Il y a la musique qui vient pour amener l'émotion, pour... Bon, bref. Non, en fait, c'est que toi, donc tu as fait un rejet de la société et tu as fait un shift à un moment donné que te rejeter. En fait, rejeter m'a mis dans cette situation. Cette situation où je devais manger, j'allais dans les magasins australiens et manger des conserves qui étaient au plus bas. Et je bouffais que des conserves pendant des semaines et je me forçais à aller faire de la musique pour avoir assez de pièces pour m'acheter à bouffer. Et je me suis mis dans cette situation. Tu vois, parce que j'ai pas prêté attention, on va dire, au système monétaire. Et je rejetais tout ça. Donc quand tu es dans le rejet, tu cherches pas à comprendre. Regarde, on joue à un jeu. On va dire, c'est le Monopoly. C'est pas un autre jeu. Il y a des règles. Elles sont publiques. Il y a des règles qui sont un peu cachées, que certaines personnes connaissent. Mais il y a des règles que tout le monde, plus ou moins, connaît. On va dire que moi, je connais ces règles. Et je me dis, je vais faire de mon mieux pour gagner au jeu. Toi, tu rejettes les règles au point de même pas les connaître. Il y a de grandes chances que tu finisses pas gagnant. Et donc, il faut voir ça comme étant un jeu de la vie. Et sauf que je me suis retrouvé dans cette situation. Et à un moment donné, je me suis dit, au lieu de rejeter les règles, pourquoi pas apprendre les règles du jeu et faire en sorte, tout en gardant mon intégrité et les valeurs qui me sont les plus profondes, de faire en sorte de vivre ma vie. Ce que j'adore dans ce que tu partages, c'est que c'est encore une fois la vision dont on porte sur la société et que toi, tu as créé tes propres règles qui à un moment donné ne t'ont pas convenu, tu as eu un rejet, etc. Mais par exemple, moi quand j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier, j'ai adopté de nouvelles règles qui étaient pourtant normalement pas possibles puisque
le schéma classique, c'est le CDI, c'est la résidence principale, le mariage, le chien, enfin, même si on commence quand même à bouger, et puis c'est vrai que ceux qui écoutent ce podcast, j'imagine, ont quand même une envie de changement, mais en fait, c'est cette idée qu'on peut, quand j'interviewe des personnes, et même là quand je t'entends, j'entends quelqu'un qui a tout le temps été dans l'évolution et dans la remise en question, je dirais. Oui, j'ai été constamment. J'ai bu l'eau bizarrement, apparemment. Elle est mal passée, ça m'arrive jamais ce genre de truc. Oui, je suis toujours dans la remise en question. Et je trouve que ça peut se voir à travers ce que je partage sur les réseaux. Et d'ailleurs, c'est même pas une théorie, c'est un fait. Et dans la biographie de Schwarzenegger que je lis en ce moment, il parle à un moment donné, il avait peur d'être bloqué dans le rôle du méchant. S'il continue à faire des films en tant qu'acteur méchant, le rôle. Et donc du coup, à un moment donné, il a décidé de faire autre chose parce qu'en fait, une fois que tu fais toujours la même chose, les gens vont te mettre une étiquette et vont te considérer tel quel et tu ne pourras pas sortir de ce rôle. Et il y a pas mal de gens qui partagent un certain contenu depuis pas mal d'années et rien n'a changé. C'est toujours le même axe, toujours la même ligne directrice. Ouais. Pour moi, c'est soit des gens qui n'ont pas changé, ça veut dire qu'ils peuvent te donner des conseils qu'ils n'appliquent pas eux-mêmes, soit qui font en sorte, comme beaucoup d'artistes, de par des raisons financières, de maintenir ce conduit directrice, enfin cette ligne directrice, afin de ne pas perturber les gens. Tu vois, c'est très rare d'avoir... Là, il y en a un chanteur, alors je connais pas du tout son nom, peut-être tu vas connaître ou les gens retrouveront, qui de base faisait du rap et a sorti un album de saxo. De base, ça se fait pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, financièrement, c'est pas logique. Pareil, quand Lil Wayne à l'époque, il a sorti un album de rock. Mais moi, c'est des gens que je respecte en tant qu'individu parce qu'en fait, ils ont montré au monde qui ils sont. Les gens peut-être vont pas écouter, mais moi, c'est ce que j'aime, donc je vais le faire. Et en soi, c'est toujours ce que j'ai fait. Il y a des choses avec le temps que j'ai rejetées, et des choses avec le temps que j'ai décidé de conserver, comme idée, comme idéologie ou autre. Et il y a des choses que j'ai décidé d'amplifier. Tu vois. Mais ça, c'est l'évolution permanente. C'est ultra inspirant ce que tu dis là. Parce que j'ai le sentiment effectivement que c'est dans l'évolution et dans l'impermanence qu'on change, qu'on évolue et qu'on est sur notre route et peut-être à l'écoute de nos intuitions. Et qu'effectivement, quand on veut essayer de garder une vie telle qu'elle dans une sorte de sécurité, parce qu'on attend ça de nous, parce qu'on a décidé, nous, par cette sécurité, de ne pas bouger, par peur de ce qui pourrait se passer, on n'est plus à l'écoute de nos émotions et de la vie peut-être qu'on doit vivre, qu'on est invité à vivre. Ouais. Et là, il y a eu ce côté où effectivement, évidemment, je t'ai connu à un moment donné, mais je vois bien que tu as changé. J'ai plus l'impression que tu parles autant de méditation. Ça fait partie de ta vie, mais tu évolues aussi dans tes envies, dans ce que tu crées. Là, tu crées un podcast de conversation, c'est encore autre chose, c'est un autre projet, mais tu es dans l'écoute. Comment tu vis ces changements, toi, personnels, sans être dans cette peur peut-être de sortir de ta sécurité ou même de la peur du manque d'argent, ou tu vois, parce que sécurité et argent, je trouve qu'on est un peu pareil. Ouais. Si toi, tu es bon parce que tu as créé ton business en ligne, ensuite tu as créé des formations sur la méditation, je fais un peu un skip en avant. Et là, tu évolues, et je sais que tu disais, je fais un peu moins de vidéos, mais je fais autre chose, je crée. Comment tu arrives en fait à t'adapter en changeant sans être dans la peur peut-être du manque et de cette sécurité ? Alors, il y a une peur qui n'est pas reliée à moi, mais qui est reliée à des gens avec qui je travaille depuis longtemps. Dans le sens où, quand tu fais des changements qui sont profonds comme ça, il y a forcément des pertes. Après, il faut les accepter. En fait, c'est un peu... en Amérique, ils vont dire « il a vendu son âme au diable », tu sais, ce genre de discours. Et bien moi, je ne l'ai pas vendu au diable. C'est-à-dire que je vais faire ce que j'ai envie de faire, quelles que soient les répercussions. Sauf que je n'ai pas envie que ces répercussions aient un impact négatif sur des personnes à qui je tiens. Et donc, le stress ou la peur, c'est quand peut-être ça arrive sur d'autres personnes. Mais il y a des gens, par exemple, avec qui je travaille, que ce soit salarié ou freelance, depuis de longues années. Et forcément, le fait d'avoir des changements comme ça, moi, je suis persuadé que ça va fonctionner. Mais la question, c'est quand ? Et donc, il y a certains projets qui nécessitent des apports financiers. Donc forcément, plus l'apport financier est conséquent, et plus le temps est long, et plus, à un moment donné, peut-être tu dois te libérer de certaines personnes, pour simplifier, arrêter de travailler avec, alors que tu n'en as pas envie et que tu fais tout pour les garder. Mais par rapport à moi, on va dire par rapport à la structure de vie que j'ai créée, je n'ai pas d'inquiétude si je pensais que à moi.
Parce que si je pense que à moi, il y a des choses que je peux arrêter, des choses que je peux limiter, il y a des choses que je peux automatiser, machin, de par la structure que j'ai créée, de par tout ce que j'ai réussi à accomplir. Moi, j'ai pas fait de l'immobilier en locatif comme toi, mais j'ai un domaine où on fait des cousinales, etc., où on a énormément de couchage. Donc, et ça cartonne sur Airbnb, je suis super haute, coup de cœur, on a que des 5 étoiles. Mais tu fais aussi c'est pas des séminaires, mais des retraites. Oui, on fait des événements, j'en fais beaucoup moins. Parce que justement, le Airbnb a pris le dessus. A pris le dessus d'une manière considérable. Ouais, alors que tu as eu ce domaine à un moment donné aussi pour mettre en réel tes formations. À l'origine, c'était pour faire des retraites de yoga. Ah ouais. Sauf que moi, quand je les faisais, ça fonctionnait, mais sauf que ça fonctionnait pas quand je faisais en sorte qu'il y ait d'autres profs de yoga. Bon. Et parfois, tu fais des trucs, ça échoue. Et donc, parfois, il y a peu de répercussions, parfois, il y a des répercussions. Donc, moi, en soi, je le vis bien parce que je me sens... Tu vois, quand on a fait les podcasts, je kiffe, quoi. C'est le kiff. Et le but de la vie, c'est de kiffer, quoi. Donc, évidemment, il faut réfléchir aussi parce que quand il y a un aspect monétaire, il ne faut pas juste kiffer et après te retrouver dans la merde. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Mais je trouve que c'est important de kiffer sa vie, quoi. Quand je fais mes vlogs voyage, donc un autre truc que j'ai développé, qui me coûte pas mal de sous et les gens n'imaginent pas parce que moi, je paye des gens, c'est pas des robots qui font les sous-titres. Ouais. C'est des vraies personnes qui font les sous-titres et ça prend beaucoup de temps. 8 à 10 fois le temps de la vidéo pour faire les sous-titres. Ouais. Tu vois, quand tu payes les gens 20 balles de l'heure, ça fait cher au bout d'un moment. Donc, ça, les gens, ils imaginent pas tout ça. Mais je suis la seule personne à faire des sous-titres sur absolument toutes les paroles sur mes vlogs voyage. Ouais. Il y a personne qui fait ça dans la francophonie. Pourquoi ? Parce que ça coûte cher. Mais moi, j'ai l'idée que ça va, à un moment donné, assez prendre afin de que tout ne s'écroule pas, si tu veux. Mais par rapport à moi, en fait, on va dire que j'ai aucune peur parce que j'ai créé une structure de vie où j'ai cette sécurité personnelle. Mais j'avoue que j'ai des craintes parce que quand tu as une boîte, tu sais, on a tendance à voir le patron comme étant le grand méchant loup, je ne sais quoi. Mais en fait, il y a des petites structures comme la mienne, tu vois. On n'est pas une grande PME, on n'est pas coté en bourse. Et donc, il y a des gens avec lesquels tu travailles et toute société vit des phases plus ou moins hautes et basses. Ouais. Et donc, il y a des phases basses où tu dois te libérer de certaines personnes parce qu'en fait, tu n'as plus assez de revenus pour continuer de les payer. Donc, moi, l'inquiétude, elle est plus basée sur des gens avec qui je travaille depuis des années plutôt que basée sur moi. Parce que j'ai assez pour continuer de faire ce que je veux faire et lancer tous ces projets, tu vois. C'est juste, voilà, il peut y avoir une crainte, on va dire. Tu conseillerais quoi à quelqu'un c'est une question qui revient souvent, c'est oui, moi j'ai envie de faire quelque chose que j'aime, mais je suis enfermé dans ma routine, dans mon boulot et j'ai pas assez d'argent pour tout quitter, pour partir. Justement, toi, t'aurais quelle vision sur quelqu'un qui est animé par quelque chose, mais qui n'ose pas, quelque part, l'accomplir par peur de perdre tout? En fait, il y aura toujours la nécessité d'un risque. Le risque ne s'enlève jamais. Dans tout grand changement, il y a toujours un risque. Le risque de ne pas retrouver ce que tu as laissé. Mais tu peux, un, le mesurer, et deux, plus ou moins le contrôler. Mais il y aura toujours un risque. Par exemple, une personne qui n'a pas de sous de côté et qui décide de vivre de sa passion, on va prendre cet exemple-là, évidemment, si elle part à l'instant T et qu'elle n'a pas de chômage, parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le changement, mais qui parlent d'une manière malhonnête. Pour moi, c'est ce que j'appelle un faux départ. C'est-à-dire faire en sorte de créer une situation afin de se faire virer et d'obtenir le chômage. Chose que je peux comprendre. Tu as cotisé dans la réalité, enfin, je suis bon en maths et en économie, c'est pas toi qui as cotisé pour ton chômage. C'est plus l'entièreté de la société qui a cotisé pour toi. Mais les Français aiment bien croire que c'est eux qui ont cotisé pour leur chômage. Mathématiquement, ça fonctionne pas comme ça. Mais passons ce détail-là. C'est pas honnête. Donc j'appelle ça un faux départ. Si tu veux partir pour te lancer quelque part, décide de partir. Évidemment, organise-toi d'une certaine manière, ou peut-être tu fais en sorte d'avoir un peu sous de côté, et après il faut juste être un peu pragmatique. Admettons, si tu te débrouilles d'avoir 6 mois de loyer de côté, 6 mois de bouffe de côté, et aller 1 mois d'imprévu peut-être, je sais pas. Si tu passes 50 heures par semaine dans ton projet, ça fait quoi, 200 heures dans le mois? Et encore, on a des semaines de 4,3 semaines, enfin des mois de 4,3 semaines. 200 heures. Fois 6, ça fait 1200 heures. Est-ce que tu penses sincèrement, en réfléchissant rationnellement, qu'en 1200 heures, tu ne vas pas réussir à avoir au moins de quoi payer ton loyer et ta nourriture à travers ta passion? Après 1200 heures de travail? Tu vois? Donc moi, c'est comme ça que je réfléchis. Donc c'est-à-dire que il y a un risque, parce qu'évidemment, peut-être qu'au bout de 4 mois, la personne elle peut abandonner. Au bout de 6 mois, peut-être ça ne fonctionne pas. Après, c'est combien de temps il te faut éventuellement pour retrouver un travail, par exemple ton backup. Donc, tu auras peut-être perdu ces sous-là. Donc, il y a toujours un risque. Mais
le risque de se retrouver à la rue est assez faible. Si on prend le risque plus extrême. Tout dépend de la plupart des SDF qui sont dans la rue, ayant discuté avec beaucoup d'entre eux, c'est pas parce qu'ils sont lancés dans un projet. Généralement, c'est la perte d'un enfant, la perte d'un être cher, le problème avec des substances, soit alcool ou autre. C'est pas parce qu'ils ont acheté trop de bouquins. C'est pas parce qu'ils ont acheté trop de formations en ligne. C'est pas parce qu'ils ont quitté leur travail et ils sont mis en statut d'auto-entrepreneur et ont bossé 60 heures par semaine. Tu vois. Oui. Ça arrive qu'il y ait des chefs d'entreprise qui se retrouvent à la rue, mais en termes de statistiques, c'est très rare. Donc en fait, il faut remettre les choses en perspective aussi. Et donc il faut se lancer, il faut prendre le risque, mais ça peut être bien d'examiner et de se dire, ok, bon allez, j'ai 6 mois pour réussir et ça ne fonctionne pas. J'ai 2 mois, par exemple, pour retrouver un travail comme ce que je faisais. Tu le vois comme une défaite, mais c'est une défaite d'un instant. Ouais. Il ne faut pas distinguer une défaite d'un moment comme étant une vie d'échec. Tu vois, tu as pu échouer à un instant, mais... Quelque chose qui me marque chez toi, c'est parce qu'on s'était déjà rencontrés, tu avais proposé des coachings sur Paris et j'avais pris un coaching à l'époque où je faisais de l'immobilier et de la formation sur l'immobilier. Et j'avais été étonné que en fait, tu m'avais dit il faut maîtriser la publicité Facebook. Et tu m'avais dit avant de déléguer, moi j'ai maîtrisé la publicité Facebook moi-même. Et j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, que tu as toujours été dans j'actionne. J'essaye, je fais dans l'opérationnel et que tu, malgré peut-être l'image, parce que tu as une chaîne YouTube à plus de 300 000 abonnés, 40 millions de vues, quand on te regarde, on a l'impression de voir un petit Bouddha qui est dans une sérénité exemplaire dans sa vie. Or, j'ai le sentiment, qu'en te connaissant davantage, tu es quand même quelqu'un qui, en fait, bosse. Ah oui, et qu'on n'est pas du tout perché à être dans son champ en train de dire je vais vous donner ce que vous devez faire ce matin si vous voulez réussir votre vie. Enfin, tu sais, t'as des titres comme ça où on pourrait avoir l'impression que t'es dans un truc très très Bouddha, alors que non, tu passes à l'action, tu fais, t'essayes. Et est-ce que c'est pas ça la clé finalement? En fait, déjà moi j'ai une planche de surf où il y a un Bouddha et un mec en costard sur ma planche de surf. J'adore. Pardon, de snow. Bon, peu importe en soi. Mais ma planche, ça pourrait être les deux. Ça pourrait être les deux. Mais sur ma planche de snow, voilà. Et moi, j'aime bien cet alliage des deux. Et après, en fait, Bouddha, c'est bien, mais il vit pas la même époque. Les enseignements que tu vas avoir dans tel monastère, c'est bien, mais ils n'ont pas la même vie que nous. Et ce qui est intéressant, c'est d'appliquer des choses dans ce que j'appelle le monde réel. Le monde de tout le monde. On travaille. On n'est pas là à vivre de donations de gens qui viennent nous donner tous les matins à 4h du matin. On ne vit pas comme ça. On vit, on a un boulot, il y a des choses qui nous déplaisent, etc. N'oublie pas que les moines ne sont pas vraiment en rejet de la société. Ils ne sont pas vraiment à l'écart de la société parce qu'en fait, ce sont des gens qui travaillent, qui leur donnent les ressources pour eux avoir cette pratique-là. Donc ils sont connectés en fait, ils ne sont pas à l'écart. Il y a une connexion qui se fait. Et le truc, c'est que déjà, la vie, moi j'ai envie de vivre une vie riche dans tous les sens du terme. J'ai pas envie de me limiter sur quel que soit l'aspect. Et évidemment, j'aime être dans l'action. Et en fait, il faut vivre des expériences de vie, je trouve aussi. Tu vois, si t'es que là, assis dans ton jardin, ta vie, quels sont les souvenirs que tu vas avoir? Donc je pense que c'est important de la vivre. Et juste pour prendre l'exemple que tu disais, oui, moi j'aime bien comprendre comment quelque chose fonctionne, sans pour autant le maîtriser à la perfection. Mais je ne sais plus qu'est-ce qu'on se disait, mais le truc c'est qu'il y a des gens, ils peuvent t'arnaquer quand tu connais pas. Mais si tu as une micro-compréhension, déjà tu arrives mieux à savoir comment les choses fonctionnent. Et c'est pour ça que moi j'aurais plus tendance, dans l'aspect calme par exemple, non pas pour valoriser ce que je propose, mais de suivre l'enseignement d'une personne qui a plein d'activités et qui est dans le monde réel et qui me conseille comment être plus calme, etc. Plutôt qu'un moine qui vit dans un monastère avec zéro pression, autre que celle de ses pensées quand il est assis. Il vit pas la vie de tout le monde. Ouais. Il n'a pas ses gamins à aller chercher à la sortie d'école. Il n'a pas la structure de son foyer. Il n'a pas les impôts, machin. Bon, les moines ont peut-être des impôts, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais j'exagère en tout cas. Il n'y a pas toutes ces responsabilités. Tu vois, ils sont leur seule responsabilité. Ouais. Et donc du coup, leur mode de fonctionnement n'est pas adapté entièrement à notre mode de fonctionnement.
c'est comme ça que je réfléchis, parce que j'ai un côté très rationnel, et ce qui me permet de me dire, ok, tout ce que le moine va me dire comme conseil, il y a énormément de choses qui peuvent s'appliquer, mais il y en a peut-être qui ne s'appliquent pas, ou il y en a peut-être qu'il faut les modeler légèrement. Tu vois, concrètement, si tu veux développer une entreprise, tu peux pas être dans le présent tout le temps. Il n'y a pas moyen. Il va falloir à un moment donné être dans le futur et réfléchir à des actions que tu peux mettre en place. Oui. Et quand tu fais les actions, être pleinement présent. Quand tu es avec quelqu'un, toi, tu peux penser au meeting. Tu peux penser à la discussion qu'on va avoir. Ok, on va peut-être parler de ça. Donc là, tu penses à l'avenir. Mais quand on est dans l'instant, il faut être dans l'instant. Ouais. Donc, faut pas prendre à la lettre tous les conseils qu'un moine va te donner. Tu vois, faut remettre en perspective aussi. Ouais, dans sa vie. C'est aussi intéressant je parle souvent, même dans ce podcast, d'une question d'harmonie. Harmoniser la vie, de cycle. Tout est mouvant, tout bouge. Et c'est de ne pas avoir une pensée comme presque dogmatique de il faut faire comme ça. On a dit que c'était ça le bonheur. Et comme si finalement ça s'appliquait à tout le monde. On le voit bien que toi, ton bonheur, tu le trouves autrement. Et j'ai même envie de te poser la question, est-ce que tu es heureux aujourd'hui ? Ah oui, je suis heureux. Pas autant qu'à une certaine période. Ça, bon, après, c'est très particulier parce que je pense pas que la plupart des gens ont expérimenté ça. Mais j'ai vécu une période, avant d'être dans la merde financièrement avec la musique, etc., où j'étais à Byron Bay, à Wategos Beach, donc sur la côte australienne Est. Et j'ai vécu des jours et des jours de bonheur tellement puissant. Et maintenant, c'est comme si c'était un souvenir. Donc, je suis très heureux. Mais en fait, c'est très difficile à exprimer. C'est que je vais des moments de joie du matin au soir sans jamais aucune interruption, avec une profondeur. Et j'ai un ami en lequel on a parlé et il voit ce que je veux dire. Mais je pense pas que la plupart des gens ont expérimenté. C'est pas juste tu t'es marié et t'es très heureux. C'est pas ça en fait. Tu vois, mais pourquoi t'étais heureux selon toi à ce moment-là ? Il y avait... c'est une conséquence de plein de choses. Je me sentais extrêmement libre. Ouais. Je passais mes semaines sur la plage. Je méditais énormément. Enfin, une conséquence de plein de choses, mais il y a eu un alignement de plein d'événements qui ont fait que je me sentais... Après, il y a un élément qui fait la différence, c'est la responsabilité. Et c'est pour ça que les moines n'en ont pas. C'est qu'en fait, quand tu montes dans la société ou quand tu as une grande famille, il y a plusieurs axes, tu prends des responsabilités. Et plus tu as de responsabilités, plus c'est difficile d'être dans cette plénitude. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va taper vers l'extérieur. Un enfant, regarde mon exemple, ça tape vers l'extérieur. Un problème dans une boîte où d'un seul coup tu ne peux plus payer un salarié, où il y a un X ou Y problème, ça te prend vers l'extérieur. Est-ce que tu es en train de dire que le dépouillement serait le chemin vers le bonheur ? Alors, je ne sais pas si c'est le chemin vers le bonheur, mais en tout cas, ça aide vers une plénitude. Et c'est pour ça que dans la plupart des sphères très religieuses, que ce soit dans le catholicisme ou dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, etc., il y a ce dépouillement des possessions. Parce qu'en fait, à travers possession, il y a responsabilité. Tu ne peux pas posséder beaucoup et pas avoir de responsabilité. Tu en reviens toujours à ce même schéma de responsabilité. Tu connais personne qui a plein d'immobilier et qui n'a pas de responsabilité. Parce que même si c'est légué, ça n'empêche pas même si c'est légué à travers un héritage, etc. Délégué. Ah oui, légué, ouais. Il y a toujours une responsabilité parce que en fonction de... Il peut toujours y avoir un problème. Et quand tu te dépouilles de toute responsabilité, regarde, c'est ce que font les nonnes, c'est ce que font les moines, c'est ce que font à chaque fois. Et clairement, ça, je l'ai compris à un instant T où j'étais dépouillé de tout. C'est juste qu'il faut savoir ce qu'on veut dans la vie aussi. Et moi, il y a des conditions de vie que j'ai envie de changer. Et donc aujourd'hui, oui, je suis heureux. Par rapport à cette période-là, je le suis moins. Et je pense sincèrement qu'un jour, je me dépouillerai de toutes mes responsabilités. Ce jour-là n'est pas arrivé. Je ne pense pas que ça va arriver dans les 10 prochaines années. Mais je pense qu'un jour... je ne sais pas si je vivrai comme Siddhartha, mais peut-être qu'un jour je me retrouverai au bord d'un lac à la fin de mes jours, va savoir. Mais voilà, moi je vois vraiment tout sous une forme cyclique. Il y a des phases de vie, et il faut accepter des phases de vie et les limiter. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux de par leur travail. Dans tous les boulots ultra chiants que j'ai fait, j'ai jamais été malheureux parce que je savais qu'ils allaient se finir. Et à chaque fois que je faisais quelque chose que je savais que j'aimais pas dès le début, enfin, quand tu vas travailler dans un centre de tri de déchets, tu te dis pas ça va être fun en fait. Tu sais que ça va être horrible. Mais je savais que j'allais le faire pendant 2 mois. Donc je me suis dit profite de moi, après tu pars. Et en soi, c'est grâce à ça que je pouvais continuer à voyager. Donc tu vois, il y avait ces réflexions-là, de le voir le tout sur un aspect cyclique. C'est quoi ta plus grande peur aujourd'hui ? Je sais pas. Est-ce que tu as des peurs encore aujourd'hui ? Je dois en avoir. J'utiliserai plus le mot crainte
que Ouais, peur. crainte. Tu vois, peur, c'est genre, t'es paralysé, tu sais plus quoi faire. J'ai toujours eu des idées. Il y a toujours des stratégies, il y a toujours des... Vous voyez, il y a une phrase que Marilyn, qui travaille avec moi depuis très très longtemps, à un moment donné, on vivait au sein de la société des moments compliqués, etc., comme toute boîte. Et je lui faisais part de certaines réflexions, etc., comme quoi, ben voilà, je sais pas comment ça va se passer, on va peut-être devoir virer cette personne-là, nanana. Et elle m'a dit une phrase qui m'a marqué, elle m'a dit, de toute façon, moi je m'inquiète pas, tu trouves toujours des solutions. Et j'avoue que j'ai retenu cette phrase, elle m'a vraiment fait plaisir. Peut-être elle m'a valorisé moi, mon ego, etc. Mais... Donc j'ai pas vraiment de peur en tant que telle. Si tu me donnes des exemples, honnêtement, je vois pas de quoi j'ai peur. Il y a des situations qui sont plus craignantes que d'autres, mais j'ai pas peur. Genre par exemple, si je me balade vers le bout de la rue, le square, et qu'il y a des lascars, j'ai pas peur. Je sais me défendre. Mais c'est une situation... Parce que les gens n'imaginent pas, mais je fais de la boxe, je fais beaucoup de la boxe thaï aussi. Tu vois, parce que les gens se font une image de moi en fait. Ouais. Pourtant, tu vois, il y a des moines Shaolin. Alors, c'est pas du tout ce que je fais et ce que je partage. Mais bon, là, du coup, ça me manque. Mais j'ai un sac de frappe, j'ai fait pas mal de camps d'entraînement, ce genre de trucs. Donc, je sais me défendre. C'est juste que c'est une situation qui est pas agréable. Donc, il peut y avoir une crainte. Tu vois. Ouais. Et donc, mais j'ai pas peur. Tu vois, peut-être que la peur, et même la peur émerge des pensées, parce que j'allais prendre cet exemple et l'extrapoler, c'est-à-dire il sort un couteau. Donc il peut avoir une peur de ta vie, mais en soi, je pense sincèrement qu'à l'instant où ça arrive, je pense pas qu'il y aurait peur. Il y aurait genre, faut que tu réfléchisses vite. Soit tu cours vite, soit tu tapes le premier, vite, fort et précis. Parce que forcément, qui tape le premier, en général, a plus de chances de survie. Surtout quand une personne est armée de l'autre côté. Ou sinon, il faut courir vite. Mais tu vois, il y aurait dans des situations même qu'on catégorise comme de vraies peurs, de danger, souvent il n'y a pas la pensée. T'es paralysé. L'ayant vécu étant plus jeune, t'es paralysé. Tu vois. Donc aujourd'hui, je pense pas avoir de peur, je pense avoir parfois des petites craintes. Donc tu vois, je peux craindre tu vois, qu'il y a 4 lascars, parce qu'en fait, j'aime pas forcément baisser les yeux quand ils te regardent. Enfin, je sais pas, je suis en France, je suis fier de la France, je paie mes impôts en France. Avec tout ce que je cotise, j'accepte pas qu'il y ait des lascars qui font la loi dans la rue. Je vais pas chercher le problème, mais je vais pas forcément faire ma victime. Dans ce que j'entends, en fait, c'est surtout que là, tu parles de peur presque rationnelle, de choses concrètes dans la vie, mais je sens qu'en tout cas, il n'y a pas de crainte dans ton quotidien. Peut-être une crainte de vieillir, une crainte, tu vois... Je trouve que je vieillis bien, donc ça va. C'est vrai. Non pas que je t'ai connu à 20 ans, mais oui. Et j'ai une question qui est la question de Tata Jacqueline. C'est la question, c'est la question, c'est la question de Tata Jacqueline. Tata Jacqueline, c'est la tata qui... bon, elle peut être à la fois très curieuse, et puis là, elle est surtout très curieuse avec toi, ou elle peut être des fois un peu piquante dans ses croyances limitantes à elle, quand elle pose ses questions. Vas-y. Et là, c'est plutôt, elle me disait, ben oui, mais c'est vrai que Jean Laval, alors je l'ai dit un peu avant, hein, ce petit Bouddha, bien, mais qui en même temps gère très bien son business. Pardon, comment il trouve le temps pour avoir une femme à ses côtés ? Une structure de vie qui lui permet. En fait, il faut juste... forcément, quand on est à son compte, on peut travailler à n'importe quel moment. Mais si tu fais en sorte de te caler sur des horaires de salariat classiques, ben, comme toute personne qui est salariée a le temps d'avoir une personne dans sa vie. C'est si tu travailles de... Bon, ça dépend des phases. Parfois, je travaille de 8h à 17h, parfois de 9h à 17h, parfois de 8h à 20h. Ça va dépendre des jours, mais le fait d'avoir une structure qui est programmée à l'avance, où ton ou ta conjointe est au courant que tu travailles de temps à temps, ben, y a du temps libre. Et en fonction de... Enfin, moi, je vois pas ça d'une manière compliquée du tout. C'est important, l'amour pour toi, au quotidien ? C'est agréable. Important, je sais pas si c'est le terme... Ce qui est important, c'est que je m'aime et que je sois fier de ce que je fais, et que je sois aligné avec qui je suis, peu importe ce que les gens pensent de moi, que moi... Parce qu'il y a des gens, surtout quand tu es quelqu'un de public, on fait des projections sur qui tu es, et les gens vont projeter des valeurs qui peut-être sont pas les tiennes. Et parfois, tu vas vouloir... Ça, c'est normal, c'est le fait de vouloir être aimé. Faire en sorte que les gens voient que tu respectes des valeurs qui sont même pas les tiennes, mais ce sont celles que eux pensent que tu as. C'est pas du tout ce que je fais. À partir du moment où je sais, tu vois, il y a des gens, ils vont dire oui, spiritualité, business, mais moi, j'ai jamais rejeté le business. J'ai jamais rejeté l'entrepreneuriat. Dès l'âge de mes 17 ans, j'entreprenais. Bon, ça m'a valu des petits problèmes avec la justice à l'époque, mais j'ai toujours entrepris plein de choses dès mon plus jeune âge. J'ai jamais rejeté cette partie de moi.
J'aime jouer avec la matière du monde. Et d'ailleurs, parenthèse, mais souvent dans la spiritualité, les gens, ils connaissent une phrase, mais ils la transposent pas. C'est le même principe que les conseils du moine. Il faut les transposer dans le monde réel. T'as un exemple ? Un exemple très précis. Nous ne sommes pas des êtres humains qui ont une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui ont une expérience humaine. Bon, c'est une phrase qui devient de plus en plus connue. Ouais. Mais si tu l'extrapoles, ça veut dire que je suis un être spirituel ayant une expérience humaine, c'est à moi de jouer avec les formes du monde, les formes de la vie, jouer avec la matière. Et la matière n'est que l'extension de ma conscience. Ce verre a été créé à travers une pensée avant de l'être sur le papier, puis de l'être sur la chaîne d'assemblage et de se retrouver sur cette table. C'est l'extension de la conscience humaine. Donc moi, j'aime jouer avec l'extension de ma conscience. L'extension de ma conscience se manifeste dans les formes de ce monde à travers ce que je crée, à travers ce que j'achète, à travers ce que je transforme, à travers ce que je détruis. Et donc, moi, j'ai jamais rejeté cet aspect-là. Mais les gens, ils vont penser que tu n'es pas en accord avec tes valeurs parce que tu parles de spiritualité et que tu fais du business et que tu montes plusieurs boîtes sur différents aspects de la vie. Des boîtes que j'ai montées pour le challenge, pour me dire, putain, jamais je pourrais faire ça. Monter une boîte de compléments alimentaires avec toutes ces normes DGCCRF, enfin, plus il y a d'initiales, plus c'est compliqué. En général, c'est le cas. Parce qu'il y a un challenge derrière. Et moi, j'aime me challenger. Donc, en fait, le plus important pour venir à la question de l'amour, c'est, moi, je trouve ça important que moi, je m'aime et que je sois aligné avec mes valeurs, quel que soit ce que les gens vont penser de mes valeurs ou les valeurs qu'ils vont me projeter. Après, le fait d'être aimé dans mon quotidien, c'est plaisant. Mais je pense que c'est important sur le long terme. Mais en termes de phase, je peux m'en passer. C'est un peu... j'ai une discussion avec un de mes potes. Bon, après, c'est très particulier. La plupart des gens ne vont pas se reconnaître dans ce que je vais dire, ni dans lui, ni dans moi. Mais non pas que c'est ce que je veux, mais ça ne me dérangerait pas de finir ma vie en tant qu'ermite. Évidemment, là, on me voit en personnalité publique, il parle de plein de choses, je fais un podcast, vlog voyage, machin, et tous les autres trucs que les gens ne voient pas, qui ne sont pas publics. Mais moi, j'arrive à contempler l'idée de me voir ermite. Pas à 30 ans, mais pourquoi pas à 50, 60. Mais j'arrive aussi à contempler l'idée d'avoir une vie de famille avec les enfants, les petits-enfants et tout le monde dans la même maison. Et d'ailleurs, si cette vision nécessite de l'argent pour revenir aussi à ça. Bernard Tapie avait fait beaucoup de bruit avec d'ailleurs, j'ai lu le livre de sa femme, Dominique, qui est plus intéressant si tu veux vraiment en savoir plus sur l'individu que de regarder une série Netflix. Non pas que j'ai pas regardé la série, et qui est très intéressante aussi, mais forcément le discours de sa femme, pour moi, a plus de valeur que le discours d'un mec qui a raconté une histoire sans prendre en considération la femme du type en question. Bon, passons le détail. Il avait une maison où il y avait ses enfants qui vivaient dans une aile. Et ces autres enfants qui vivaient... Enfin, moi, je ne vais pas d'une famille, si tu veux, très unie. De par l'aspect géographique, même si on est tous en France, et de par, je sais pas, les tensions familiales. Il y a des gens qui vivent dans des familles où tout le monde est uni, d'autres pas. Bon, moi, j'ai hérité d'une famille qui n'est pas très unie. Et je rêve de constituer cette famille unie. Et donc, forcément, pour être unis, il faut vivre au même endroit. Et donc forcément, il faut un certain nombre de ressources afin de créer cet endroit, et pas que, un comportement. Parce qu'en fait, parfois, les gens ne veulent pas vivre avec leur famille, par la notion de culturel, et aussi la notion de comportement, parce qu'on a l'impression d'être épié par les parents. C'est un grand classique, par exemple. Tu vois. Je voudrais quand même juste... Il y a tellement de... En fait, je peux être beaucoup plus bavard dans mes podcasts, et avec toi, j'ai tendance à t'écouter parce que je suis vraiment à l'écoute de tout ce que tu dis. Et quand tu dis « je m'aime pleinement », en fait, tu le vibres tellement. Moi qui suis en face de toi, mais tu le vibres tellement. J'ai rarement eu quelqu'un, parce que souvent je la pose la question qu'est-ce que tu penses de l'amour inconditionnel, comment tu te trouves. Je te l'ai pas posé, tu m'as toi-même dit, mais t'étais tellement je m'aime, je suis aligné. J'ai presque envie de te poser la question, même si elle va être bête, parce que finalement, j'ai l'impression que c'est inné. Mais comment tu fais ? Déjà, je me suis pas toujours aimé. Du coup, ça m'intéresse. Comment t'as fait ? Je me suis pas toujours aimé, et c'est intéressant parce qu'à l'époque où je m'aimais pas, après, t'es plus jeune, donc forcément, t'as moins de compréhension de la psychologie humaine, etc. Mais je m'aimais pas, non pas parce que je ne voyais pas qui j'étais,
mais je m'aimais pas de par le regard que les autres posaient sur moi. J'ai été victime d'acné sévère quand j'étais enfant. Ouais. J'ai même pris du Roaccutane qui pour moi m'a changé la vie en positif. Hein. Je sais que des gens se sont suicidés à cause de ce produit-là, mais moi personnellement, ça m'a changé la vie parce que on m'appelait l'alien. Tellement j'avais des boutons partout sur le visage. Ouais. Donc forcément, quand tout le monde se moque de toi, ça c'était quand j'avais avant mes 14 ans, genre 12, 13, avant. Parce que j'ai redoublé, donc c'est la 4e, donc c'est un bon moyen de repère. Avant ma première 4e, j'étais victime d'acné sévère. Et donc forcément, l'amour que je me portais était au reflet de l'attention que les gens me portaient. C'est-à-dire faible. Ouais. Mais avec le temps, j'ai appris aussi à baser l'amour que j'ai sur moi, basé sur moi. Pas juste sur l'amour que les gens peuvent me donner, ou l'attention que les gens peuvent me donner, ou comment ils me valorisent ou pas. Après, c'est sûr qu'on va pas se voiler la face, on veut tous être aimés par des gens, et ça peut influencer grandement l'amour que tu te portes. C'est pour ça que les gens, et c'est pour ça que je crois sincèrement que l'altruisme n'existe pas, c'est pour ça que les gens aiment faire le bien. Parce que quand tu fais du bien, quand tu achètes un sandwich à un SDF, d'ailleurs, parenthèse, ça serait même mieux de lui parler et de t'asseoir 10 minutes. Il recherche beaucoup plus ça qu'un sandwich, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Mais ça te fait du bien. Faire le bien fait du bien. Et donc, du coup, tu te nourris aussi du regard que les autres peuvent avoir. C'est juste qu'il ne faut pas en dépendre. Parce qu'un jour, une personne peut te valoriser et le lendemain, elle peut te dévaloriser. Donc, tu peux t'en nourrir, parce que dans tous les cas, tu vas le faire naturellement, mais il ne faut pas en dépendre. Et je pense que la clé, elle est là. De ne pas dépendre de l'amour que d'autres peuvent te porter, mais dépendre uniquement de l'amour que toi, tu te portes. Après, dans l'aspect pratique, comment tu le fais ? En respectant tes décisions, en osant dire oui quand tu as envie de dire oui, en osant dire non quand tu as envie de dire non. Ça se manifeste dans plein de choses dans ton quotidien, en observant, et en contemplant vraiment tes réussites, en voyant ce que tu as réussi à accomplir, en voyant qui tu es et ce que tu aimes quitter. Alors après, il faut accepter qu'on est parfois dans des phases de vie où on n'aime pas vraiment qui on est. Il y a une phase de vie que je n'aimais pas qui je suis, c'est pour ça que je suis parti voyager. Donc on peut pas tous répondre oui, et si tu réponds non, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est si tu fais rien. Ouais. Ce qui est grave, c'est si tu peux pas dire répondre oui à la question et que demain tu fais la même chose. Et que demain tu es dans le même environnement, et que demain tu fréquentes les mêmes personnes, et que demain tu as le même boulot, et que demain tu as les mêmes pensées. Ça, c'est grave. Et ça, c'est de ta faute. Donc à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Moi, ce que j'ai fait, c'est une fuite dans un autre pays, sans savoir où est-ce que ça allait mener. J'avais juste l'idée et l'espoir que ça soit mieux. Et ça l'a été avec le temps. De par les rencontres que j'ai fait, de gens qui pensent... Parce que quand tu voyages, tu es confronté à des gens qui ont des cultures qui sont différentes, parfois des religions qui sont différentes. Et il y a certaines cultures ou certaines religions qui vont te challenger, d'autres que tu vas admirer, d'autres que tu vas détester. Mais dans tous les cas, quand tu vis dans le pays, tu es challengé. Ouais. Et donc forcément, ça va bouleverser ta structure mentale et tes pensées. Et moi, c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, j'ai commencé à penser différemment et à fréquenter des gens différents et ainsi de suite. J'aime bien dans ce que tu as dit là, c'est ce moment où tu décides. L'année dernière, je suis vraiment passé par un chaos monumental en cette fin d'année dernière avec ma séparation. Et il y a quelques jours, je fais une diète cacao tous les matins. Alors diète cacao, souvent on me dit mais tu prends que du cacao. Non, je fais une méditation le matin avec une diète cacao et une méditation guidée via une personne qui m'envoie un vocal par rapport à mon objectif, enfin en tout cas l'intention posée. Et il y a eu un soir où ça n'allait pas. J'avais médité, je médite tous les jours, je pose mon intention. Et ça n'allait vraiment pas. Et c'est beaucoup plus rare. En ce moment, depuis 2024, ça va mieux. L'année dernière, c'était dur, mais là, ça va mieux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as envie ? Juste ça, qu'est-ce que tu as envie là ? Là, ça va pas. Qu'est-ce que tu as envie ? J'ai envie de regarder les chats. Parce qu'en fait, un chat me manque. J'ai perdu mon chat aussi. Moi, j'ai tout perdu d'un coup. L'appart, le mec, le chat. Et je me suis reconnecté à cette envie de réavoir un chat. J'ai regardé les chats sur le bon coin. Je me suis dit, oui, mais si je prends un chat, il faut que je change d'appart, parce que mon appart est trop petit. Donc j'ai commencé à regarder, est-ce que je pourrais acheter un nouvel appart ? Où ? Comment ? Ça m'a ouvert à de nouvelles perspectives. Et je me suis dit, oui, mais du coup, je pourrais faire mes podcasts chez moi. Donc je pourrais... Et en fait, je voulais me coucher à 20h, tellement que j'étais là, quitte à sentir mal, autant aller dormir. Je me suis couché à 1h du matin,
après avoir fait un vision board, après avoir réfléchi à ce que je voulais. Et en tout cas, ça a été dans cette nouvelle perspective de qu'est-ce que je veux devenir et qu'est-ce qui me fait du bien. Et j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce que tu as dit là, Ouais. et de voir qu'est-ce qu'on a envie, là où on est bon. Là... En fait, savoir se poser les bonnes questions. Parce que souvent, les gens ils veulent les réponses avant même de se poser la question. Et une question peut en emmener une autre. Et moi aussi, en ce moment, tu vois, je me pose la question de mon lieu de vie parce que je bouge beaucoup. Enfin, je bouge énormément. Je voyage énormément encore aujourd'hui. Pas de la même manière qu'avant. Avant, je voyageais de manière prolongée. C'est-à-dire, je ne rentrais pas pendant 6 mois ou je ne rentrais pas pendant 1 an ou la première fois pendant 2 ans. Là, je voyage régulièrement. Donc, parfois, je vais partir pendant 2 mois et je reviens. Parfois, je pars 1 semaine et je reviens. Ça dépend les périodes. Mais j'ai envie d'avoir un socle plus présent. Et donc, moi aussi, tu vois, en ce moment, je me pose la question de où est-ce que j'ai envie de vivre. Et tu vois, il y a la côte basque éventuellement. Il y a Majorque éventuellement. Il y a des questions qui émergent. Et les réponses, elles suivent à travers des actions. Il faut aller voir comment tu te sens. Parenthèse, changer de lieu de vie est une des meilleures choses pour changer de vie. Point. J'ai dit à mon ex il y a 2 jours, avec qui je m'entends très bien, je lui ai dit je veux changer d'appart parce que l'appartement, c'est pour moi l'appartement de notre rupture. C'est ce que j'ai pris parce qu'on se séparait. Et là, je sens qu'en fait, c'est pas juste. Et pour un nouveau départ, il faut un nouveau lieu de vie. Ouais, ça joue énormément parce que dans ce nouveau lieu de vie, tu peux emmener une nouvelle décoration, donc tu peux emmener une nouvelle atmosphère chez toi, tu peux rencontrer des nouvelles personnes de par ta nouvelle position géographique. Enfin, il y a tellement de choses parce qu'on est influencé énormément par les gens que l'on fréquente. Et les gens qu'on peut écouter aussi sur les réseaux, mais aussi le vrai individu. C'est pour ça qu'on se voit en vrai et que moi, je ne fais pas d'interview ou de podcast en ligne. J'en ai fait quelques-uns, après je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais quoi ? C'est nul. On perd ce contact physique et il faut du contact physique. On vit dans le monde digital, je ne rejetterai jamais le digital, Internet a changé ma vie, mais on manque de physique, on manque d'interaction humaine vraie, concrète dans la matière. Et ça aide aussi à se sentir bien et à s'aimer, d'avoir une vie sociale avec des gens sur lesquels tu peux compter, mais quitter la logique du groupe, enfin la logique du nombre d'amis Facebook. En fait, le problème, c'est que vu que tu vois le terme ami et vu qu'en dessous tu vois 1000, enfin, ça dépend des gens, 600, 1005, 4000, je sais pas, en fait, tu as une vision faussée de l'amitié. Ouais. L'amitié, elle se compte sur les doigts d'une main. Ouais. Alors, les Suédois sont légèrement différents. Eux, ils ont des relations très proches, amicales, assez développées, on va dire, par rapport à d'autres cultures. Mais sinon, ça se compte sur les doigts d'une main. Des gens sur lesquels tu peux compter. Après, tu peux peut-être en avoir sur les doigts de 2 mains. Mais si tu as plus de 10 personnes sur lesquelles tu peux vraiment compter, tu devrais te poser la question, est-ce que tu peux vraiment compter sur elles ? Ouais. C'est parce qu'on est trop dans cette logique et d'autant plus, tu vois, regarde, tu fais un podcast, interview, moi je suis sur les réseaux, on voit plein de chiffres, on voit plein de gens, on sait très bien qu'il y a plein de gens qui ont écouté, on voit toujours le nombre de gens. Mais évidemment, c'est intéressant pour nous, en tant que créateurs de contenu, d'avoir beaucoup de nombre de gens qui nous regardent, qui nous écoutent, etc. Mais dans la vraie vie, il vaut mieux avoir les catchs fantastiques. Ouais. Et puis, en rigolant un petit peu là-dessus, potentiellement ils écoutent, mais je sais que mes amis proches n'écoutent pas tous mes épisodes, loin de là. C'est pas mes plus grands fans. Et j'attends pas de mes amis qui soient fans d'ailleurs. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, mes amis proches dans mon intimité, c'est pas les gens qui me suivent. Mais moi, c'est pareil. Et même, j'ai envie de te dire, je préfère qu'ils suivent pas tout ce que je fais. Oui, je suis assez d'accord. Je préfère qu'ils s'occupent de moi quand je suis là. Moi, j'ai une logique parce que bon, j'ai des relations fortes aussi avec des gens qui sont pas forcément en France ou ailleurs. Et la logique, c'est on peut ne pas s'informer, pas dialoguer pendant plusieurs mois. Mais quand l'un ou l'autre arrive dans le pays, il y a pas, je suis pas dispo. Je suis dispo. Ouais. Enfin, parce qu'il y a la personne qui est là dans le concret, qui est là dans le réel. Et parfois, on va se parler peut-être tous les jours pendant 2 semaines, puis pas de nouvelles pendant 6 mois. Et d'un seul coup, la personne, on est dans le même pays ou dans la même ville, et on va se voir tous les jours. Ouais. Parce que, en fait, moi personnellement, je cherche pas. Alors, alimenter, pour le coup, faire attention, parce que c'est vachement. Ça dépend des personnalités, mais alimenter la relation à distance peut aider à la maintenir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les vraies relations. Tu n'as pas forcément besoin de faire ça. La personne, il peut y avoir cette connexion qui réémerge par la suite. Mais ça, tu l'as pas avec des dizaines de personnes. Oui, totalement. Tu vois ? Ouais. Tu peux alimenter, et déjà, même si tu réfléchis, si tu dois alimenter
Toi, si tu réfléchis à ce modèle-là, qui n'est pas le modèle que moi j'utilise, c'est pas mon truc de répondre aux messages tout le temps, etc. Mais si tu penses à alimenter toutes les relations que tu as en permanence, il te faudrait combien de jours? Enfin, ou combien d'heures par jour? C'est pas faisable. Tu décides d'alimenter des relations qui t'importent plus que d'autres, ou qui, ça c'est un peu plus triste, qui sont basées juste sur un aspect géographique. C'est-à-dire que tu te bases sur des gens qui sont présents dans ton environnement physique, mais qui ne correspondent pas vraiment à ce que tu souhaiterais avoir comme relation. Et donc à nouveau, là, il faut faire un changement, à un moment donné, accepter peut-être un vide dans son quotidien, avoir peut-être moins de relations à un moment donné, afin de peut-être faire en sorte de s'entourer à travers de nouvelles actions, de nouveaux lieux et ainsi de suite, de personnes qui peuvent plus correspondre, avec lesquelles il y a une meilleure connexion. On arrive à la fin du podcast et j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand? Alors, vu que j'aime bien jamais répondre par oui ou non, en fait, ça va. Forcément, il y a des moments où tu vois, il y a 10 ans, je t'aurais répondu le fait de prendre un billet aller sans savoir où je vais. Ouais. Mais avec le temps, c'est pas la chose la plus difficile que j'ai eu à faire. Honnêtement, c'est difficile de répondre par une chose parce qu'il y a plusieurs choses qui m'ont challengé. Il y a des choses qui m'ont plus stressé que d'autres. Donc, en fait, la grandeur, tout dépend de comment tu décides de la percevoir. Est-ce que tu la perçois à travers le stress que tu as réussi à aller au-delà, la difficulté à laquelle tu as réussi à au-delà, la fierté que tu as eue après? Tu vois, comment tu Moi, je te mesures parlerais ces moments-là? intuitivement, en fait. On parle pas forcément de grandeur. C'est toi, tu as fait quelque chose un jour où tu t'es dit, ça, putain, c'était compliqué. C'était, Ah il y en a eu plusieurs, en fait. Okay. Il résume 3 poils de barbe blancs. Hein? Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de stress. Bon, clairement... mon domaine que j'ai acheté, donc j'ai acheté un domaine dans l'Allier, un très grand domaine, où il fallait quasiment tout rénover. Donc j'ai fait absolument ce qu'on te déconseille de faire dans l'immobilier, c'est-à-dire d'acheter un lieu et de mettre plus du prix du bien en rénovation comme premier bien. En général, c'est vrai. on te déconseille fortement de faire ça. Ouais. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Et si j'aurais su toutes les merdes auxquelles j'ai été confronté, je ne l'aurais pas fait. Je suis très content de l'avoir. Je pense même, avec le temps, éventuellement le transmettre générationnellement. Moi, j'aurais adoré que dans ma famille, on me dise « Ah, Jean, t'as un château. » J'aurais kiffé. Bon, j'ai pas eu cette chance-là. J'en ai eu d'autres, des chances, mais pas celle-là. Donc, j'aimerais bien le transmettre de manière générationnelle, ce domaine. Parce que j'ai hésité parfois à le vendre, etc. Et avec réflexion, je me suis dit « Non, on le garde et on fait en sorte de le transmettre de génération et ce serait vraiment phénoménal. » Mais oui, c'était très dur parce qu'en fait, je ne connaissais pas toutes ces normes auxquelles il fallait que je me contraigne, si tu veux. Et il y avait énormément de travaux. C'était assez vite, ça durait sur 1 an. Mais on a rénové complètement de 150 mètres carrés, sans compter la partie que moi, j'ai rénovée moi-même de l'autre maison. Donc, il y a énormément, il y a eu énormément de travaux. Donc ça, ouais, c'était une très grande fierté, et une des plus grandes choses que je pense que j'ai accomplies. Et aussi, mais alors là, je peux même te donner quelque chose d'intéressant. Une des plus grandes choses que j'ai accomplies aussi, c'est mon livre qui est sorti, l'Encyclopédie du bien-être, donc le premier. Et c'est intéressant parce que l'accomplissement ne se perçoit pas de la même manière quand c'est toi qui le vis ou quand c'est d'autres. Et je vais te donner un exemple très concret. Quand j'ai sorti mon livre à l'origine, et en plus j'avais plus de traction sur les réseaux, plus de gens voyaient mes publications et ainsi de suite. Quand j'ai sorti mon livre, l'Encyclopédie du bien-être, en gros format, en auto-édition, on s'est occupé de tout nous-mêmes. L'ISBN, tout. Tout. Le choix du papier, on a pris un papier bouffant d'une main de 1,8. On a tout choisi. La typographie, tout choisi. Les gens me félicitaient, mais sans plus. Alors que moi, c'était vraiment un accomplissement parce qu'en fait, j'ai fait quelque chose que, aux dernières nouvelles, aucun auteur n'a fait en France. Parce qu'il est fat, hein, le livre. Oui. Il fait pas 3 pages. Hein. Alors, en grand format, il fait 340 pages, mais en petit format, parce que du coup, c'est ça la suite de l'histoire, il fait 420 ou 420, mais en petit format, donc c'est pas pareil. Donc, le gros format qu'on a sorti, j'ai fait quelque chose que aucun auteur, j'ai pas vérifié, mais allez, je suppose, et je suis persuadé d'avoir raison, aucun auteur n'a osé faire. En premier livre, en auto-édition, je suis allé imprimer 9000 livres. Grand format. Trouve-moi un auteur qui fait ça.
Même les maisons d'édition, quand tu signes avec elles, elles ne veulent pas faire ça. Sauf si tu es vraiment connu et à la limite, elles vont faire un tirage à peut-être 10 000 ou un truc du genre. Donc moi, en premier livre, j'ai osé faire ça. Donc ça a emmené plein de problématiques parce que je vais dans un petit bateau dans le 91. Enfin, ce qu'on appelle une pénichette. Donc péniche, chette. Ok. Une chambre de bonne sur l'eau, si tu veux. J'avais retapé l'intérieur, l'extérieur. Mon bateau ressemblait toujours à une épave de l'extérieur, mais l'intérieur était complètement refait. Tu vois. Rechanger même le plancher du bateau, etc. Et en fait, je réalise plus tard que j'ai plusieurs tonnes de livres qui arrivent. Donc ça a causé des problèmes parce que le bateau il coule. Enfin, ça pouvait pas rentrer. Et il y avait 8 palettes, il y avait 865 cartons de 12 livres, je crois. À refaire les calculs, mais je crois que c'était ça. Ouais. Et bon bref, la morale c'est que moi j'étais ultra fier et c'était un vrai accomplissement d'avoir été au bout de tout ça et tous les choix de typographie, plein de choix. Et c'est intéressant, donc quelques années après, ce même livre, on le remaster légèrement et il passe en format poche avec J'ai lu. Mhm. Et il se retrouve dans 2000 points de vente. Donc à nouveau, c'est un nouvel accomplissement. Et là, d'un seul coup, les gens n'arrêtent pas de me féliciter partout sur les réseaux. Mais cette partie-là m'a demandé aucun effort. Ça m'a demandé de signer un bout de papier. Et c'est intéressant de voir ce parallèle de... Moi, ma grande fierté, c'est d'avoir sorti ce livre en auto-édition, d'en avoir vendu des milliers moi-même, tout seul. Mais la fierté qui était apparemment présente, c'est quand j'ai signé avec la maison d'édition J'ai lu, que je remercie, et que mon livre s'est retrouvé dans tout un tas de points de vue, points de vente. Ouais. Alors que cette partie-là m'a demandé énormément d'efforts, énormément de stress, énormément de questions, énormément de remises en question. Alors que l'autre partie, c'était juste signer un bout de papier. Mais c'est là que tu vois le parallèle de toi, ta fierté, parce que j'étais content qu'il se retrouve partout en France, etc. Mais c'était pas le même challenge, c'était pas la même difficulté. Mais pourtant, les gens ont vu un plus grand accomplissement à un endroit qui, moi, m'a nécessité beaucoup moins d'efforts que l'autre accomplissement. Rares sont, de toute façon, quand je pose cette question, la plupart du temps, c'est très personnel. Et finalement, rares sont quelque chose de grand par rapport aux autres, en fait. C'est souvent par rapport à soi, une expérience. Et là, mine de rien, c'est là où toi, t'as fait une décision qui a impacté ta vie à certains moments. Le partir en Asie, en voyage, a impacté ta vie. La construction de ce domaine a impacté ta vie aussi. Et le livre a été un accomplissement personnel de ce que tu avais mis en place. J'ai le sentiment que c'était à chaque fois quelque chose qui jaillissait en tout cas de toi. Ouais. Bah, j'avais envie de ce domaine, en fait, j'avais envie d'avoir quelque chose dans le physique. Dans la matière, on revient. Bon, là, c'est pas de la matière humaine, c'était la matière, la vraie matière, la pierre, etc. Et en plus, c'est un domaine en pierre. Tu vois. C'est de la vraie matière, tu vois. C'est des vrais murs, c'est pas du plâtre. Tu vois, les murs, c'est des vrais murs, quelque chose de dur, quelque chose qui. Le bâtiment le plus récent, il date de 1918. Le plus vieux, j'ai pas la date, mais c'est 1800. Tu vois, c'est quelque chose qui a traversé le temps. Et d'ailleurs, parenthèse, et si tu veux, on peut clôturer là-dessus, à toi de voir. Quand les choses traversent le temps, elles ont une valeur. Et parfois, il faut s'y intéresser. Parce que parfois, on peut penser certaines choses, mettre en application certaines choses. Elles sont nouvelles, pas forcément pour nous, mais tu vois, il y a une nouvelle technique. Elle peut être bien. Mais par exemple, méditer, ça traverse le temps. Ouais. Donc moi, j'aurais plus tendance à faire confiance, si j'aurais aucune info, au fait de méditer, qu'au fait de, je sais pas, se tapoter le front. Je critique pas toutes les techniques qu'il peut y avoir, mais voilà. Le truc, c'est qu'il y a une technique qui a des milliers d'années, il y en a une autre, peut-être quelques dizaines. Ouais. Et donc, ça veut pas dire que celle-là est mieux que celle-là. Peut-être qu'on a découvert quelque chose. Mais à choisir, si je devais en choisir qu'une, je choisirais toujours quelque chose qui a traversé le temps. Merci beaucoup pour cet échange, parce que, à mon sens, t'es en tout cas le témoignage qui permet de montrer qu'on peut être dans la matière comme dans la spiritualité et qui montre la dualité vraiment de quelqu'un qui s'écoute, qui suit ses envies et qui accepte le changement. Et j'ai adoré. Bah écoute, merci. Et en soi, se dire être dans la spiritualité et rejeter quelque chose, c'est ne pas être aligné avec une des notions les primordiales de la spiritualité, c'est l'union. Être uni. Et si tu rejettes la matière, si tu rejettes ceci, tu n'es pas uni avec. Et donc, moi, je cherche cette union et je trouve que cette discussion, il y a eu une union qui s'est faite, donc c'est génial, mais c'était avec un grand plaisir également. Et j'espère que les gens qui nous auront écoutés ont apprécié également.
J'en doute pas. Je sais qu'on peut te retrouver sur Instagram. Oui, un peu partout. Instagram. Un peu partout. Je mettrai les liens dans la description pour ceux qui veulent vraiment aller plus en détail, voir ce que tu fais. Tu as ton livre L'Encyclopédie du bien-être, sorti aux éditions J'ai lu. Et le dernier. Le dernier. Ah, tu le connais? Je le connais. J'essaie pas. N'essaie pas, fais-le. Voilà, exactement. N'essaie pas, fais-le. Qui est pour moi aussi l'essence même de mon podcast pour les gens qui veulent aller plus loin. Ouais. Puisqu'en fait, c'est oser et en fait, vas-y, fonce. Parce que la vie n'attend que toi. Magnifique. Je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que cet échange avec Jean a pu t'inspirer. Je trouve que Jean, c'est oser, c'est le changement, c'est l'adaptabilité. Oui, l'adaptabilité. C'est un épisode, moi, qui m'a inspiré. Comme je le précisais d'ailleurs dans l'épisode, j'ai beaucoup écouté Jean, j'ai pas forcément été des plus bavards. Tout simplement parce que à chaque fois, en fait, c'était dans ma tête. Je réfléchissais à ce que j'ai pu faire, à ce que je ne faisais pas et à quel point c'est impactant. Cette idée de décider, de prendre des décisions. Je le dis souvent, on pourrait se faire tous tatouer sur notre bras. Notre vie avance au rythme des décisions que l'on prend. Alors, j'ai envie de te poser la question. Aujourd'hui, quelle décision tu pourrais prendre ? Quelle décision tu pourrais faire, tout simplement pour te dire comment je peux avancer dans ma vie vers l'alignement, vers le chemin de mes rêves. Parce que ne pas décider, c'est ne pas avancer. Et c'est donc rester dans une forme d'immobilisme. Je vois très bien que dans ma vie, je suis le résultat de mes choix passés. Donc, qu'est-ce que j'ai pu décider à un moment donné qui m'a fait avancer et atteindre les objectifs que je désirais ? Voilà, ben écoute, j'espère que tout cet épisode t'a inspiré. N'hésite pas à envoyer un petit message à Jean ou à m'envoyer un message pour me dire ce que t'en as pensé. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et en tout cas, je ne le répéterai jamais assez, de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, plus un petit commentaire. C'est vraiment ce qui aide le podcast à avancer, à évoluer. Tu vois, c'est une petite décision que tu peux prendre, mais qui change énormément de choses. Pour moi, en tout cas. Pour ce podcast, et toi qui prends, j'espère, plaisir à l'écouter, c'est une toute petite contribution, ça te prend 2 secondes, mais ça aide beaucoup ce podcast à évoluer en tout cas. Merci beaucoup. L'Instagram Osé by Nico, tu as les vidéos pépites de l'interview, n'hésite pas à les partager également, afin de soutenir le travail que je peux faire. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ces épisodes, et je vous dis à très bientôt. Salut.